Cette nuit, tu reposes dans ton lit, sans bouger, et tout, autour de toi, te donne le sentiment d'une paix immobile, d'un repos parfait. Ton corps pèse sur le matelas, tes membres se sont abandonnés, et il te semble que tu es posé là, quelque part sur la terre, comme une chose enfin arrêtée, enfin tranquille, dans une chambre qui ne va nulle part. La lampe est éteinte, ou presque. Les bruits du dehors se sont tus. Rien ne bouge, rien ne file, rien ne tremble. Tu te sens au centre d'un monde stable, sur un sol ferme qui te porte sans faillir, sous un ciel qui, lui aussi, paraît figé, comme peint sur une voûte que rien ne dérange. Et c'est là, dans ce sentiment même de repos absolu, que se cache l'une des plus grandes illusions que nos sens nous imposent. Car en vérité, en cet instant précis où tu te crois enfin arrêté, tu files à une vitesse qui dépasse tout ce que tu peux concevoir, emporté avec la Terre, avec le Soleil, avec la galaxie tout entière, vers un lieu lointain que nul œil humain n'a jamais vu. Je voudrais, cette nuit, te faire ressentir cette chute silencieuse. Non pour t'inquiéter, non pour troubler ton repos, mais au contraire pour t'y bercer d'une manière nouvelle, en te montrant que le calme où tu reposes n'est pas l'absence de mouvement, mais un mouvement si vaste, si régulier, si bien partagé par tout ce qui t'entoure, que tu ne peux pas le ressentir. Car voilà le secret de ton immobilité apparente, tu ne files pas seul. Tu files avec ton lit, avec ta chambre, avec la ville et les océans, avec la terre entière et l'air qu'elle porte. Tout se déplace ensemble, d'un seul et même élan, et c'est pourquoi rien ne te tire, rien ne te pousse, rien ne te signale que tu voyages. Comme un passager endormi dans un train qui glisse sans à-coups dans la nuit, tu traverses des distances prodigieuses sans rien sentir, parce que tout, autour de toi, voyage à la même allure, dans la même direction, vers la même destination secrète. Descendons ensemble le fil de ces mouvements emboîtés, l'un dans l'autre, comme des roues dans des roues, car c'est en les remontant un à un que tu comprendras vers quel gouffre tu tombes. Et commençons par le plus proche, le plus familier, celui que tu connais déjà sans doute, mais que tu ne ressens pas davantage que les autres. En cet instant, la Terre tourne sur elle-même. Elle pivote autour de son axe, emportant avec elle les continents, les mers et les nuages, et si tu te trouves à nos latitudes, cette rotation te fait filer vers l'est à plusieurs centaines de mètres à chaque seconde, plus vite qu'un avion de ligne, plus vite que le son dans l'air. À l'équateur, ce serait davantage encore, plus de 400 mètres par seconde. Tu tournes ainsi, emporté par le manège du monde, et pourtant il ne ressent rien, aucun vent contre ton visage, aucune poussée, aucun vertige, parce que l'air lui-même et tout ce qui t'entoure tournent avec toi, du même mouvement paisible. Mais cette rotation n'est que le premier des cercles, le plus petit, le plus intime. Car pendant que la Terre tourne sur elle-même, elle décrit aussi, tout entière, une immense boucle autour du Soleil. Elle parcourt cette orbite gigantesque en une année, et pour boucler en une seule année une course aussi longue, il lui faut aller vite, à une allure folle, près de 30 km à chaque seconde. Songe à ce que cela veut dire. En une seule seconde, le temps qu'il t'a fallu pour lire ces mots, la Terre entière, avec toi couché dessus, a franchi 30 km dans l'espace, la distance d'une ville à l'autre. En une minute, elle a parcouru près de 2000 km. Et pourtant, là encore, tu ne sens rien, car cette course est si régulière, si dénuée de secousses, que rien en toi ne peut l'apercevoir. Nous fendons le vide à cette allure depuis toujours, depuis ta naissance, depuis celle de tous les êtres, sans jamais l'éprouver le moins du monde. Voilà déjà deux mouvements superposés, la Terre qui tourne sur elle-même, et la Terre qui court autour du Soleil. Mais nous ne faisons que commencer à remonter l'échelle. Car le Soleil, lui aussi, se déplace. Il n'est pas cette lampe fixe et immuable au centre du monde que l'on imagine parfois. Il file, avec toute sa cour de planètes, à travers la galaxie, entraîné dans une ronde encore plus vaste, encore plus lente, autour du centre de la Voie lactée. Et cette ronde-là dépasse l'entendement. Le Soleil emporte la Terre, et nous tous avec elle, à plus de 200 km à chaque seconde autour du cœur de notre galaxie. 200 km par seconde. En une seule seconde, notre étoile franchit une distance qu'un avion mettrait des heures à couvrir. Nous tournons ainsi autour du centre galactique, pris dans ce grand tourbillon d'étoiles, et il nous faut, pour en accomplir un seul tour, plus de 200 millions d'années. Le dernier tour que le Soleil a bouclé, il avait commencé à l'époque où les premiers dinosaures apparaissaient sur Terre. Et note bien où nous nous tenons dans cette grande roue d'étoiles.
Nous ne sommes pas au centre de la galaxie, dans ce cœur brillant et fourmillant où les étoiles se pressent par millions, mais très loin de là, vers les régions extérieures du disque, à mi-chemin environ entre le centre et le bord, dans un faubourg tranquille de la Voie lactée. C'est une place modeste, un peu à l'écart, sur l'un des grands bras spiraux qui s'enroulent autour du noyau galactique. Et de cette place excentrée, nous tournons autour du centre lointain, emportés dans la ronde générale, à ces 200 km par seconde dont je te parlais. Songe que la lumière du cœur de notre galaxie, ce noyau vers lequel nous tournons, met des dizaines de milliers d'années à nous parvenir, tant nous en sommes éloignés. Nous habitons la campagne de notre galaxie, ces provinces paisibles, loin de l'agitation du centre, et c'est peut-être une chance, car les régions calmes des galaxies sont sans doute les plus propices à ce que la vie s'y installe et y dure. Arrête-toi un instant sur cette pensée, dans le calme de cette nuit. Depuis que le Soleil existe, depuis qu'il s'est allumé au sein d'un nuage de gaz, il n'a pas même accompli une trentaine de tours autour de la galaxie. Notre étoile est comme un cheval de manège qui n'aurait tourné qu'une vingtaine de fois depuis sa naissance, tant ce cercle est immense, tant il faut de temps pour en faire le tour. Et sur ce cheval de manège tourne la Terre, et sur la Terre tu reposes, cette nuit, croyant ne pas bouger. 3 mouvements, maintenant, sont emboîtés les uns dans les autres. La rotation de la Terre, sa course autour du Soleil, et la course du Soleil autour du centre galactique. Et déjà, l'addition de ces vitesses donne le vertige. Mais nous n'avons pas fini de remonter l'échelle. Car la galaxie elle-même, cette immense roue d'étoiles où nous tournons, n'est pas immobile dans l'espace. Elle aussi se déplace. Voici donc la 4e marche de notre ascension vertigineuse. Notre galaxie, la Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, avec ses bras spiraux, ses nuages de gaz et de poussière, avec le Soleil quelque part sur l'un de ses bras et nous minuscules autour du Soleil, tout cet immense édifice tournoyant se déplace en bloc à travers l'espace. Elle n'est pas seule, notre galaxie. Elle vit en compagnie d'autres galaxies, dans une petite troupe que les astronomes appellent le groupe local. Il y a là notre Voie lactée, et sa grande sœur, la galaxie d'Andromède, presque aussi vaste, un peu plus vaste même, et une 3e galaxie de belle taille, celle du Triangle, et puis, tout autour, une nuée de galaxies plus petites, des dizaines de galaxies naines qui gravitent auprès des grandes comme des lucioles autour de 2 lanternes. Toute cette petite famille de galaxies se tient ensemble, liée par la gravité, et se déplace ensemble à travers le cosmos. Et il faut que tu mesures combien cette petite famille est déjà, à elle seule, un monde immense, pour ne pas te méprendre sur le mot de groupe, qui la ferait paraître modeste. Le groupe local s'étend sur plusieurs millions d'années-lumière, et la seule distance qui nous sépare d'Andromède, notre plus proche grande voisine, est de quelques 2,5 millions d'années-lumière. La lumière qui nous parvient d'elle ce soir a quitté ces étoiles à une époque où, sur la Terre, nos lointains ancêtres commençaient tout juste à se tenir debout. Voilà la proche banlieue de notre galaxie, sa parenté immédiate. Et pourtant, à l'échelle du voyage que nous décrivons, cette famille entière n'est encore qu'un point minuscule, un fétu emporté dans un courant bien plus vaste que lui. Car ce n'est pas seulement notre galaxie qui tombe vers le grand attracteur, c'est tout le groupe local d'un bloc, Andromède comprise, qui glisse dans la même direction, comme une petite barque et tout ce qu'elle porte, entraînés ensemble par le fleuve qui les emporte. Il y a là une distinction subtile que je veux te rendre sensible, car elle éclaire tout le reste. Au sein même du groupe local, les galaxies bougent les unes par rapport aux autres, chacune selon sa propre danse. Andromède, par exemple, ne s'éloigne pas de nous comme le font les galaxies lointaines. Elle s'approche, elle vient vers nous, attirée par notre gravité commune, et dans un futur d'une lointaineté vertigineuse, dans quelques milliards d'années, nos 2 galaxies se rencontreront et se mêleront l'une à l'autre. Mais par-dessus ces mouvements intimes, ces rapprochements et ces rondes internes, il y a le grand glissement d'ensemble, la dérive commune de toute la famille vers le grand attracteur. C'est comme des passagers qui, sur le pont d'un navire, marcheraient dans tous les sens, l'un vers la proue, l'autre vers la poupe, tandis que le navire lui-même, les portant tous, file vers un même port. Les petits pas de chacun sur le pont ne changent rien à la grande course du navire. Et nous sommes ces passagers, affairés à nos rondes locales, tandis que le navire du groupe local nous emporte tous vers l'horizon du grand attracteur. Et voici que nous approchons du cœur de notre histoire, car ce déplacement du groupe local, cette course de notre petite famille de galaxies,
n'est pas une errance au hasard. Elle a une direction. Elle a un sens. Elle semble tendre vers quelque chose. Notre groupe local tout entier, notre Voie lactée et Andromède et le Triangle et toute leur suite, filent dans une direction bien précise du ciel, à une vitesse qui, cette fois, dépasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Par-delà la rotation de la galaxie, par-delà toutes les vitesses que nous venons d'additionner, notre groupe local se déplace à plus de 600 km à chaque seconde par rapport à la trame profonde de l'univers. 600 km par seconde. Prends le temps de laisser ce nombre se déposer en toi. Cela fait plus de 2 millions de kilomètres à l'heure. En une seule seconde, pendant que tu reposes sans bouger, tu franchis, emporté par tout ce mouvement, une distance plus grande que la circonférence de bien des pays. Nous fendons le vide intergalactique à une vitesse que nul vaisseau construit par l'homme n'approchera jamais, et nous ne le sentons pas. Pour rendre cette allure un peu plus tangible, laisse-moi la comparer à ce que tu connais. Le plus rapide des avions de ligne franchit environ 250 mètres à chaque seconde. Une navette qui s'arrache à la Terre pour gagner l'espace doit atteindre près de 8 km par seconde, et c'est déjà une vitesse qui dépasse tout ce dont nous faisons l'expérience dans nos vies. Or nous filons, cette nuit, à 600 km par seconde, soit près de 80 fois la vitesse d'une navette lancée vers les étoiles. En une seule seconde, nous parcourons la distance qui sépare deux grandes villes voisines. En une minute, nous traversons l'équivalent d'un pays. En une heure, nous couvrons davantage que la distance de la Terre à la Lune. Et tout cela sans le moindre souffle d'air contre ton visage, sans la moindre secousse, sans le plus léger frémissement, parce que ce mouvement, si prodigieux qu'il soit, est le tien et celui de tout ce qui t'entoure, partagé par le monde entier au point de ne jamais se laisser ressentir. Mais comment le sait-on? Voilà une question qu'il faut se poser, car il y a là quelque chose de subtil, de presque paradoxal. Si tout se déplace ensemble, si nous filons avec la galaxie entière sans point de repère fixe autour de nous, comment peut-on affirmer que nous bougeons, et à quelle vitesse, et dans quelle direction? Par rapport à quoi mesure-t-on ce mouvement, puisque tout ce qui nous entoure semble voyager avec nous? La réponse est l'une des plus belles trouvailles de l'astronomie moderne, et elle tient à une lumière très ancienne, la plus ancienne de toutes, une lueur qui emplit l'univers entier et qui nous sert de repère absolu. Cette lumière, on l'appelle le fond diffus cosmologique. C'est le rayonnement le plus vieux du monde, la première clarté qui ait pu voyager sans entrave dans le cosmos, émise voici près de 14 milliards d'années, quand l'univers, tout jeune encore, s'est éclairci pour la première fois. Ce rayonnement baigne tout l'espace, il vient de toutes les directions à la fois, il nous entoure de partout comme une immense sphère lumineuse dont nous serions le centre. Or ce fond de lumière ancienne offre aux astronomes un repère d'une valeur inestimable. Car s'il nous parvient égal de toutes les directions quand nous sommes au repos, il change d'aspect, de façon ténue, dès que nous nous déplaçons. Dans la direction vers laquelle nous filons, il paraît un peu plus chaud, un peu plus intense, comme resserré, tassé par notre course. Et dans la direction opposée, celle que nous fuyons, il paraît un peu plus froid, un peu plus étalé. C'est un effet semblable à celui que tu connais avec le son. La sirène d'un véhicule qui vient vers toi te semble plus aiguë, et celle qui s'éloigne plus grave. La lumière ancienne du cosmos fait de même. Elle se décale vers le chaud dans la direction de notre mouvement. Et en mesurant avec une extrême finesse ce déséquilibre, ce léger surcroît de chaleur d'un côté du ciel et ce léger déficit de l'autre, les astronomes ont pu lire, comme sur une boussole cosmique, la direction exacte de notre course et sa vitesse. 600 km à chaque seconde, dans une direction bien précise du ciel austral, vers les confins d'une région que l'on voit, depuis nos latitudes, basses sur l'horizon du sud. Prends la mesure de ce que cela signifie, car c'est une chose merveilleuse. Cette lumière qui nous sert de boussole est la plus ancienne du monde, un écho refroidi de la naissance du cosmos, un rayonnement qui baignait déjà l'univers quand il n'existait ni étoile, ni galaxie, ni planète, rien de ce qui peuple aujourd'hui le ciel. Elle emplit tout l'espace, de manière égale, et offre à qui sait la lire un repère que rien d'autre ne peut donner. Non pas une étoile, non pas une galaxie, qui bougeraient elles aussi et dériveraient avec nous, mais la trame même de l'univers, son fond le plus stable, la toile de fond sur laquelle se détachent tous les mouvements. Et c'est sur cette toile de fond que nous avons pu lire notre course, comme un marin perdu en pleine mer, sans aucune côte visible, finirait par lire sa dérive dans la disposition des étoiles fixes au-dessus de sa tête.
La plus vieille lumière du monde nous a dit vers où nous tombons. Il y a, dans cette idée, une poésie que je me lasse pas de contempler. C'est le plus ancien rayon du cosmos qui nous révèle notre plus grand voyage. Voilà ce qui est stupéfiant, et ce qui a longtemps déconcerté ceux qui l'ont découvert. Nous ne dérivons pas au hasard dans le cosmos. Nous tombons, avec une belle régularité, dans une direction choisie, comme si quelque chose, là-bas, nous appelait, nous tirait, nous aspirait vers lui. Et cette direction pointe vers une portion du ciel située du côté de constellations que les anciens avaient baptisées, dans l'hémisphère sud, la constellation du Centaure et celle de l'Hydre, ce grand serpent d'eau des cieux austraux. C'est là, quelque part dans cette direction, par-delà les étoiles proches de notre propre galaxie, par-delà les galaxies voisines, que se cache le point vers lequel nous tombons. Et pendant longtemps, les astronomes n'ont pas su ce qui, dans cette direction, pouvait exercer sur nous une telle attraction, tirer à lui non seulement notre galaxie, mais des milliers d'autres, sur une région du ciel d'une ampleur inattendue. Laisse-moi te raconter comment on a découvert cette chose, car c'est une belle histoire, une histoire de patience et de flair. Dans les années où l'on commençait tout juste à cartographier les mouvements des galaxies lointaines, un petit groupe d'astronomes se mit à mesurer, avec un soin méticuleux, la vitesse de centaines de galaxies réparties dans une grande portion du ciel. Ils étaient 7 à mener cette enquête ensemble, et l'on a fini par les surnommer, avec une pointe d'affection, les 7 samouraïs, tant leur quête ressemblait à celle de héros patients traquant un adversaire invisible. Parmi eux se trouvait un astronome du nom d'Alan Dressler, dont le nom reste attaché à ses découvertes. Ce qu'il cherchait à savoir, c'était comment les galaxies de tout un péin du ciel se déplaçaient les unes par rapport aux autres, et si elles suivaient sans écart le grand mouvement d'expansion de l'univers, ou si, par-dessus cette expansion, elles montraient des courses propres, des dérives particulières. Et ce qu'ils trouvèrent les surprit au plus haut point. Car les galaxies qu'ils observaient ne se contentaient pas de suivre l'expansion générale du cosmos. Elles montraient toutes, sur une immense région du ciel, un mouvement d'ensemble, un courant commun, comme si un fleuve invisible les emportait toutes dans la même direction. Notre galaxie, et le groupe local, et des milliers de galaxies bien au-delà, sur des centaines de millions d'années-lumière, semblaient toutes glisser ensemble, entraînées vers un même point de l'espace. C'était comme si l'on avait jeté sur l'eau une multitude de feuilles éparses et qu'on les eût vues, toutes, dérivées dans le même sens, vers un même endroit, révélant par leur glissement l'existence d'un courant qu'on ne voyait pas. Ce courant de galaxies, ce grand fleuve cosmique, devait avoir une cause, une source, quelque chose de massif tapi au bout de sa course, quelque chose qui, par sa seule gravité, attirait à lui toute cette matière. C'est cette chose que l'on baptisa, faute de mieux, le grand attracteur. Il faut, pour bien saisir la portée de cette découverte, que tu comprennes ce qu'elle avait de surprenant. On savait déjà, depuis longtemps, que l'univers est en expansion, que les galaxies lointaines s'éloignent les unes des autres, comme les raisins d'un pin qui lèvent, portés par la pâte qui gonfle et les écarte peu à peu. Ce grand écartement, cette fuite générale de toutes choses, on l'attendait, on le mesurait, on le comprenait. Mais ce que les 7 chercheurs ont trouvé, c'était autre chose, quelque chose qui se surajoutait à cette fuite. Par-dessus l'expansion qui écarte tout, il y avait un mouvement propre, une dérive commune, un glissement collectif dans une direction privilégiée. Les galaxies ne se contentaient pas de s'éloigner les unes des autres au rythme de l'expansion, elles avaient, en plus, une course à elles, une allure propre, tournée vers un même point. Cette course-là, que les astronomes appellent la vitesse particulière, ne vient pas de l'expansion de l'univers, mais de l'attraction des masses, de la gravité des grandes concentrations de matière. Et c'est cette vitesse particulière, ce glissement qui trahit l'appel d'une masse cachée, qui a mis les chercheurs sur la piste du grand attracteur. Le nom est resté, et il dit bien ce qu'il veut dire, une grande chose qui attire. Mais il dit aussi notre ignorance, car ce nom, un peu mystérieux, un peu inquiétant, traduit surtout le fait que nous ne savions pas exactement ce qui se trouvait là. On savait qu'il y avait, dans cette direction du ciel, une concentration de masse, un amoncellement de matière assez colossal pour tirer à lui des milliers de galaxies. On pouvait en estimer la position, la distance, la force. Mais quant à le voir, quant à le contempler en face, à dresser la carte de ce qui s'y trouve, cela s'est révélé d'une difficulté inattendue. Et cette difficulté tient à une circonstance particulière, presque cruelle,
qui donne à toute cette histoire sa saveur d'énigme. Car le grand attracteur se cache, pour une bonne part, derrière un voile. Et ce voile, c'est notre propre galaxie. Voici l'un des points les plus troublants de cette histoire, et il faut que je te l'explique avec soin, car c'est lui qui fait du grand attracteur une énigme si particulière. Notre Voie lactée, vue de l'intérieur où nous sommes, se déploie autour de nous comme une large bande lumineuse qui traverse le ciel, cette traînée laiteuse dont elle tire son nom, faite de la lumière mêlée de milliards d'étoiles. Nous habitons dans le disque de cette galaxie, à l'intérieur de cette roue plate d'étoiles, et quand nous regardons dans la direction du plan de ce disque, notre regard doit traverser l'épaisseur entière de la galaxie, avec ses foules d'étoiles serrées, et surtout, ses immenses nuages de poussière. Or cette poussière est opaque. Elle arrête la lumière. Elle forme, dans la direction du plan galactique, un rideau que nos regards ne peuvent percer. Tout ce qui se trouve derrière cette bande, tout ce qui, dans le ciel lointain, se cache juste derrière le plan de notre galaxie, nous demeure invisible, masqué par ce voile d'étoiles et de poussière. Les astronomes ont un nom pour cette portion du ciel que notre propre galaxie nous dérobe. Ils l'appellent la zone d'évitement. C'est une large bande du ciel, tout au long du plan de la Voie lactée, où l'on ne peut presque rien voir des galaxies lointaines, parce que le rideau de notre galaxie les cache. On l'appelle zone d'évitement parce que, sur les vieilles cartes, les galaxies lointaines semblaient éviter cette région, s'en écarter, comme si elles refusaient d'y paraître. Mais bien sûr, elles ne l'évitaient pas vraiment. Elles étaient là, tout autant qu'ailleurs, aussi nombreuses, mais nous ne pouvions pas les voir, cachées qu'elles étaient derrière le voile de poussière. Cette zone d'évitement couvre une part non négligeable du ciel entier, une large ceinture d'ombre où notre vision se heurte au mur de notre propre demeure. Et le comble, la coïncidence presque narquoise, c'est que le grand attracteur, ce point vers lequel nous tombons, se situe en grande partie derrière cette zone d'évitement, tapis juste derrière le plan de notre galaxie, dans la portion du ciel que nous voyons le plus mal de toutes. Songe à ce que cela a d'étrange, dans le silence de cette nuit. Voilà une chose assez massive pour attirer à notre galaxie tout entière et des milliers d'autres, assez colossale pour imprimer à tout un P1 du cosmos une chute de 600 km par seconde, et cette chose, cette destination gigantesque de notre course, se cache justement dans l'angle mort de notre regard, derrière le rideau que notre propre galaxie tend devant nos yeux. C'est comme si tu glissais, poussé par un courant, vers une côte lointaine, et qu'un brouillard épais, monté de ta propre embarcation, t'empêchait justement de voir vers quelle terre tu te diriges. Nous tombons vers un lieu que nous ne pouvons pas contempler, dont nous devinons l'existence par ses seuls effets, par la course qu'il imprime à tout ce qui l'entoure, mais dont le visage exact nous échappe, dérobé derrière le voile. Pourtant, les astronomes ne se sont pas résignés à cette cécité. Ils ont cherché des moyens de percer le voile, de regarder à travers le rideau de poussière. Car s'il est vrai que la poussière arrête la lumière visible, celle que voient nos yeux, elle laisse mieux passer d'autres formes de lumière, invisibles pour nous, comme la lumière infrarouge, plus rouge que le rouge, ou les ondes que l'on capte avec les grandes antennes. En observant le ciel dans ces lumières que la poussière ne sait pas si bien arrêter, on a pu commencer à voir, en partie, ce qui se cachait derrière la zone d'évitement. Et l'on a commencé à distinguer, dans cette direction, ce qui semble être la source principale de l'attraction, de grands amas de galaxies tapis derrière le plan de notre galaxie. On a repéré, dans cette région, un amas important de galaxies que l'on a appelé l'amas de Norma, du nom d'une petite constellation australe, la Règle, et cet amas paraît se tenir au voisinage même du cœur du grand attracteur, comme un point de concentration où la matière s'amoncelle. Cette traque de ce qui se cache derrière le voile se poursuit aujourd'hui, avec des moyens toujours plus fins. On a appris à repérer les galaxies masquées non plus par la lumière de leurs étoiles, que la poussière arrête, mais par un signal bien particulier qu'émet le gaz d'hydrogène dont elles sont pleines, une onde radio que la poussière laisse passer sans obstacle. En balayant avec patience la zone d'évitement à l'aide de grandes antennes, à l'écoute de ce murmure de l'hydrogène, les astronomes ont découvert, tapis derrière le plan de notre galaxie, des galaxies que nul n'avait jamais vues, des amas entiers restés cachés jusque-là. Peu à peu, morceau par morceau, ils comblent la carte, remplissent la bande d'ombre, dévoilent ce que la Voie lactée nous dérobait. Le voile ne se lève pas d'un seul coup, mais il s'éclaircit, il devient translucide, et derrière lui commence à se dessiner le visage encore flou de la région vers laquelle nous tombons.
Il faut que je m'arrête ici sur un malentendu qu'il serait facile de commettre, et que je veux dissiper avec toi, dans le calme, car il touche à ce qu'est vraiment cette chose vers laquelle nous tombons. On entend parfois parler, à propos du cosmos, d'une mystérieuse matière noire, cette masse invisible qui semble peupler l'univers et dont on ne connaît pas la nature. Et l'on pourrait croire, en entendant parler d'un attracteur caché, invisible, mystérieux, qu'il s'agit de la même énigme, que le grand attracteur serait fait de cette matière manquante, de cette substance introuvable. Mais ce serait se méprendre, et je tiens à ce que tu vois avec netteté la différence. Le grand attracteur n'est pas un mystère de matière inconnue. Ce n'est pas une substance introuvable. C'est, tout simplement, un lieu de l'univers où la matière ordinaire, les galaxies, les amas de galaxies, se trouvent rassemblés en très grand nombre, une région où la densité de galaxies est très forte. C'est une concentration de masse, une destination gravitationnelle, un endroit où il y a beaucoup de matière regroupée, et non une énigme sur la nature de cette matière. Si le grand attracteur nous est en partie invisible, ce n'est donc pas parce qu'il serait fait d'une substance qui ne brille pas, d'une matière fantôme sans lumière. C'est, bien plus prosaïquement, parce que notre propre galaxie nous en cache la vue, parce que son voile de poussière se dresse justement dans cette direction. Les galaxies qui composent le grand attracteur brillent tout autant que les autres. Elles sont faites d'étoiles ordinaires, de gaz ordinaires, elles rayonnent, elles resplendissent. Simplement, nous ne les voyons pas bien, parce que nous devons regarder à travers l'épaisseur de la Voie lactée pour les apercevoir. Retiens bien cette nuance, car elle est importante. Le grand attracteur est une chose qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée, et non une chose qu'on ne voit pas parce qu'elle serait invisible par nature. La distinction est subtile, mais elle fait toute la différence entre une simple maison derrière un rideau et un fantôme sans corps. Cela dit, il serait injuste de te laisser croire que la matière noire n'a aucun rôle dans cette histoire, car en vérité elle en a un, mais tout autre que celui qu'on pourrait imaginer. La matière noire est présente partout dans l'univers, mêlée aux galaxies, formant autour d'elle et entre elles d'immenses halos, de vastes réservoirs de masse. Le grand attracteur, comme toute grande concentration de galaxies, baigne dans cette matière noire, en contient une grande part, et c'est même cette masse invisible qui, ajoutée à celle des galaxies visibles, donne à la région toute sa puissance d'attraction. Mais vois-tu, ce n'est pas un mystère propre au grand attracteur, c'est le lot de toutes les grandes structures du cosmos, qui toutes contiennent leur part de matière visible et leur part de matière noire. Ce qui fait la singularité du grand attracteur, ce n'est pas sa matière noire, que tout le monde partage, mais le fait qu'il soit un lieu de rassemblement, un carrefour où la matière, de toute nature, s'est amoncelée en abondance, et qu'il se cache derrière le voile de notre galaxie. Reprenons donc le fil de notre chute, maintenant que nous savons vers quoi nous tombons. Nous filons, avec le groupe local, vers cette région lointaine où s'amoncellent des amas de galaxies, à une distance qui dépasse l'imagination. Le grand attracteur se situerait à quelque chose comme 200 millions d'années-lumière de nous, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, car ces distances restent difficiles à cerner. 200 millions d'années-lumière. Songe à ce que cela veut dire. La lumière qui nous parvient aujourd'hui de cette région a quitté ces galaxies voici 200 millions d'années, à une époque où sur la Terre régnaient les grands reptiles, où nul être humain n'existait, ni même aucun de nos lointains ancêtres. Cette lumière a voyagé pendant tout ce temps, à travers le vide, pour venir enfin frapper nos instruments, nous apportant l'image d'un lieu vers lequel nous tombons sans relâche depuis bien avant que nous existions. Et l'on peut se demander depuis combien de temps dure cette chute, depuis quand nous glissons vers ce point lointain. La réponse est vertigineuse, depuis toujours, ou presque. Ce courant de galaxies, cette dérive vers le grand attracteur, n'est pas un événement récent, une bousculade passagère. Il dure depuis des milliards d'années, façonné par la lente accumulation de matière qui, depuis les débuts de l'univers, a creusé ce grand bassin dans l'espace. Bien avant que la Terre ne se forme, bien avant que le Soleil ne s'allume, notre coin de cosmos glissait déjà vers cette région. Nous sommes nés en pleine chute, pour ainsi dire, nous avons toujours tombé, et nous tomberons encore longtemps après que ces mots se seront effacés. C'est une course si ancienne, si patiente, si étalée dans le temps, qu'aucune vie, aucune civilisation, aucune espèce ne pourra jamais en voir le terme, ni même en percevoir le moindre changement. Nous naissons dans ce fleuve, nous y vivons, nous y mourrons, et le fleuve, lui,
continue de couler, sans jamais se lasser, vers un fond qu'aucun de nous n'atteindra. Et pourtant, malgré cette distance vertigineuse, l'attraction de cette région se fait sentir jusqu'à nous, tire notre galaxie et des milliers d'autres, courbe notre course à travers l'espace. C'est là toute la puissance de la gravité, cette force patiente qui ne connaît pas de portée, qui agit à travers les gouffres les plus profonds, reliant par un fil invisible une région du ciel à une autre, par-delà des distances que la lumière elle-même met des centaines de millions d'années à franchir. Le grand attracteur ne nous touche pas, ne nous pousse pas, ne nous tire par aucune corde visible. Il agit sur nous par sa seule masse, par la courbure qu'il imprime à l'espace autour de lui, une courbure si vaste, si étendue, que nous y glissons comme une bille glisse au creux d'un grand entonnoir, attirée vers le fond sans que rien la touche. Cette image de l'entonnoir mérite qu'on s'y attarde, car elle dit quelque chose de vrai sur la manière dont la gravité opère. Depuis Einstein, nous savons que la gravité n'est pas une corde tendue entre les corps, ni une main invisible qui tirerait à distance. C'est une affaire de forme, de géométrie, de courbure. Toute masse creuse autour d'elle l'espace, comme un poids posé au milieu d'une toile tendue, y forme un creux, une dépression où les objets voisins se mettent à rouler. Une concentration de masse aussi colossale que le grand attracteur creuse, dans l'étoffe de l'espace, un vaste bassin, une immense dépression aux pentes très douces mais très étendues, qui s'étale sur des centaines de millions d'années-lumière. Et nous, avec notre galaxie, nous nous trouvons quelque part sur le flanc de ce bassin, sur l'une de ces pentes lointaines, et nous y roulons vers le fond, non parce qu'une force nous tire, mais parce que le sol même de l'espace, sous nous, penche vers ce creux. Nous ne tombons pas comme on tombe d'une falaise, d'une chute brutale et vertigineuse. Nous roulons comme roule une bille sur une surface inclinée, sans hâte, mais sans jamais s'arrêter, vers le point le plus bas de la vallée. Mais voici que notre histoire, déjà si vaste, prend une nouvelle ampleur, car les astronomes, en poursuivant leurs mesures, en cartographiant toujours plus loin les mouvements des galaxies, ont fait une découverte qui change encore l'échelle de tout ce que nous venons de voir. Ils se sont aperçus que le grand attracteur, cette région si massive vers laquelle nous tombons, n'est peut-être pas lui-même le bout du voyage. Car le grand attracteur, lui aussi, semble tomber. Lui aussi paraît attiré, plus loin encore, dans la même direction générale du ciel, vers une concentration de galaxies plus lointaines et plus colossales encore, tapis bien au-delà de lui. Cette concentration porte le nom d'un astronome qui, voici près d'un siècle, avait commencé à en repérer la présence. On l'appelle le superamas de Shapley. Le superamas de Shapley se situe bien plus loin que le grand attracteur, à quelque chose comme 600 millions d'années-lumière, dans la même région du ciel, à peu près dans la même direction. Et c'est, pour autant qu'on le sache, la plus grande concentration de galaxies de tout notre voisinage cosmique, un amoncellement prodigieux d'amas de galaxies, des dizaines et des dizaines d'amas serrés dans une même vaste région. Certains astronomes pensent qu'une bonne part de la chute que nous ressentons, de ce grand courant qui nous emporte, pourrait en réalité tirer son origine de cette concentration plus lointaine. Le grand attracteur n'étant qu'une étape sur la route, un relief important sur une pente qui descend, plus loin encore, vers Shapley. Comme si nous glissions sur le flanc d'une vallée, attirés d'abord par un premier enflement, mais entraînés en vérité vers un fond plus profond, plus lointain, dont le premier enflement lui-même dévale la pente. Et ce jeu de pentes emboîtées n'est qu'un aspect d'une architecture plus vaste encore, que les astronomes ont mis au jour peu à peu, et qui donne au cosmos son visage véritable. Car les galaxies ne sont pas semées au hasard dans l'espace, éparpillées comme des grains jetés à la volée. Elles se rassemblent en amas, et les amas eux-mêmes se rassemblent en de plus grandes structures, et ces structures s'étirent en longs filaments, en immenses ponts de galaxies qui courent à travers le vide, reliant les grandes concentrations les unes aux autres. Entre ces filaments s'ouvrent d'immenses vides, de vastes bulles d'espace presque désertes, où l'on ne trouve à peu près aucune galaxie. Vu d'assez loin, d'assez haut, l'univers ressemble à une immense toile, à un réseau de fils lumineux tendus autour de grands vides sombres, une sorte de mousse dont les parois seraient faites de galaxies et les alvéoles faites de néant. Et le long de ces fils, de ces filaments, les galaxies glissent, dérivent, coulent vers les nœuds où la matière s'amasse, comme des gouttes de rosée glissent le long des fils d'une toile d'araignée vers les points où ils se croisent. Le grand attracteur, dans cette grande architecture, est l'un de ces nœuds, l'un de ces carrefours vers lesquels convergent les filaments de notre région du cosmos.
Voilà qui donne le vertige, et qui te montre à quel point ces structures s'emboîtent, se surplombent, se commandent les unes les autres. Nous tombons vers le grand attracteur, qui tombe lui-même vers Shapley, dans un jeu de chute emboîté où chaque destination se révèle, à son tour, en train de tomber vers une destination plus grande. Et à ces échelles, les distances et les vitesses cessent presque d'avoir un sens familier, tant elles dépassent tout ce que notre expérience peut embrasser. Nous parlons de galaxies entières, chacune faite de centaines de milliards d'étoiles, qui glissent par milliers dans le même courant, sur des distances de centaines de millions d'années-lumière, entraînées par des concentrations de masse dont la seule évocation fait chanceler l'esprit. Et nous sommes là-dedans, toi et moi, une planète parmi les planètes d'une étoile, parmi les étoiles d'une galaxie, parmi les galaxies, emportées dans ce fleuve immense sans en rien sentir. Pour donner un ordre, un sens, une carte à tout ce grand mouvement, un astronome et son équipe ont proposé, il y a une dizaine d'années, en 2014, une manière nouvelle et lumineuse de penser notre place dans ce fleuve de galaxies. Cet astronome se nomme Brent Tully, et avec ses collègues, il a eu une idée d'une grande beauté. Plutôt que de définir les grandes structures du cosmos par leur seule apparence, par les endroits où les galaxies semblent se rassembler à l'œil, ils ont proposé de les définir par le mouvement, par la manière dont les galaxies coulent. Ils ont cartographié, avec un soin immense, les courants de galaxies sur une région gigantesque du ciel, traçant, pour des milliers d'entre elles, non seulement leur position, mais la direction et la vitesse de leur dérive, la pente qu'elles suivent, le fleuve où elles glissent. Et de cette carte des courants a surgi une image saisissante. Et Tully et ses collègues ont proposé de définir un superamas, un de ces grands archipels de galaxies, comme l'ensemble de toutes les galaxies qui coulent vers un même point, qui suivent une même pente gravitationnelle, qui appartiennent à un même bassin de courant. C'est une idée qui vient, en un sens, de la géographie de notre propre Terre. Songe à un bassin versant, à la manière dont on définit le domaine d'un grand fleuve. C'est toute la région d'où l'eau de pluie, ruisselant sur les pentes, finit par se rassembler dans le même cours d'eau, par descendre vers la même embouchure. 2 gouttes de pluie tombées de part et d'autre d'une ligne de crête suivront des pentes opposées, rejoindront des fleuves différents, des mers différentes. La ligne de crête sépare 2 bassins. Eh bien, Tully et ses collègues ont appliqué cette même idée au cosmos, définissant les superamas comme les bassins versants des courants de galaxies. Et le bassin auquel appartient notre galaxie, ce grand domaine de toutes les galaxies qui coulent vers le même fond que nous, vers cette pente qui descend dans la direction du grand attracteur, ils lui ont donné un nom d'une grande beauté. Ils l'ont appelé l'Aniakea. C'est un mot venu de la langue hawaïenne, choisi pour honorer les navigateurs polynésiens qui, jadis, traversaient l'immensité de l'océan en se guidant sur les étoiles. L'Aniakea signifie quelque chose comme l'immense ciel, l'horizon céleste sans mesure, l'étendue infinie des cieux. Et ce nom convient à merveille à ce qu'il désigne, notre superamas, notre grand archipel de galaxies, le bassin où nous coulons, ce domaine de tous les mouvements qui descendent vers le même fond. Laisse-moi te dire l'ampleur de ce Laniakea, cet archipel dont nous faisons partie, pour que tu mesures dans quelle immensité tu reposes cette nuit. Laniakea s'étend sur quelque chose comme 500 millions d'années-lumière d'un bord à l'autre. 500 millions d'années-lumière. La lumière, qui franchit en une seule seconde une distance de 7 fois le tour de la Terre, met 500 millions d'années à traverser l'Aniakea d'un bout à l'autre. Et dans cette immensité se comptent environ 100 000 galaxies, 100 000 roues d'étoiles semblables à la nôtre, chacune peuplée de centaines de milliards de soleils. 100 000 galaxies, coulant toutes, à des degrés divers, vers la région du grand attracteur, formant ensemble ce grand bassin de courant que l'on a nommé l'immense ciel. Et parmi ces 100 000 galaxies, une seule, minuscule, perdue quelque part vers le bord de cet archipel, est la nôtre, notre Voie lactée, qui te porte cette nuit. Il y a, dans cette découverte de l'Aniakea, quelque chose qui a changé jusqu'à l'adresse que nous nous donnions dans le cosmos. Avant que Tully et ses collègues ne tracent leur carte des courants, on situait notre galaxie dans un ensemble que l'on appelait le superamas de la Vierge, ou superamas local, du nom d'un grand amas de galaxies, l'amas de la Vierge, autour duquel on croyait notre région rassemblée. On se pensait membre de ce superamas, on en faisait notre demeure, notre plus grande maison. Mais la carte des courants a révélé quelque chose de bien plus vaste. Ce que l'on prenait pour notre superamas tout entier n'était en réalité qu'un quartier,
qu'un faubourg, d'une structure sans commune mesure plus vaste. L'amas de la Vierge et sa région ne sont qu'une province de l'Aniakea, un appendice de ce grand archipel qui les englobe et les dépasse de loin. Ainsi, du jour au lendemain, notre adresse cosmique s'est agrandie. Nous ne vivions pas dans une ville, mais dans un immense pays dont cette ville n'était qu'un arrondissement. C'est le propre de la connaissance, en cosmologie, que d'agrandir sans cesse la maison où nous nous croyions logés, de reculer toujours les murs de notre demeure, de nous montrer que ce que nous prenions pour le tout n'était encore qu'une partie. Car voici un détail qui a son poids, et qui te situera plus justement encore. Notre galaxie ne se trouve pas au cœur de l'Aniakea, en son centre, près du grand attracteur qui en occupe le fond. Nous nous tenons plutôt vers la périphérie de ce grand archipel, sur ses marges, comme un village posé au bord lointain d'un vaste pays, loin de la capitale. Nous sommes à la lisière de l'Aniakea, tout près de la frontière qui le sépare du superamas voisin. Nous vivons aux confins de notre propre superamas, sur une pente qui, sans hâte, nous fait descendre vers son cœur lointain. Et cette position de bordure a quelque chose de touchant. Nous ne sommes pas au centre de notre monde, mais à sa marge, penchés vers un fond que nous ne pouvons pas voir, membres discrets d'un archipel dont nous n'occupons pas le cœur. Songe un instant à ce que représentent ces 100 000 galaxies compagnes, tes voisines dans l'immense ciel de l'Aniakea. Chacune d'elles est un univers en soi, une roue de centaines de milliards d'étoiles, et autour de bon nombre de ces étoiles tournent sans doute des mondes, des planètes, dont certaines, qui sait, portent peut-être elles aussi des êtres qui, ce soir, lèvent les yeux vers leur propre ciel. Toutes ces galaxies, tous ces mondes possibles, toutes ces multitudes d'étoiles, glissent avec nous dans le même grand courant, tombent avec nous vers le même fond lointain. Nous ne sommes pas seuls à faire ce voyage, nous l'accomplissons en compagnie de tout ce que l'Aniakea contient, 100 000 galaxies emportées de conserve, comme une immense flottille de vaisseaux lumineux voguant de concert vers un même port caché. Et dans cette flottille sans nombre, notre voie lactée n'est qu'un fanal parmi les fanaux, un feu discret vers la lisière du convoi, portant, sur l'une des planètes de l'une de ces étoiles, une chambre où tu reposes cette nuit. Il faut que tu saisisses aussi que cette frontière de l'Aniakea, cette ligne de crête qui nous sépare des superamas voisins, n'a rien d'un mur, rien d'une barrière visible. C'est une frontière invisible, définie par le seul jeu des courants, comme la ligne de partage des eaux au sommet d'une colline. De part et d'autre de cette crête, les galaxies coulent vers des fonds différents, appartiennent à des bassins différents. D'un côté, elles descendent vers le grand attracteur, dans notre bassin, notre l'Aniakea. De l'autre, elles descendent vers d'autres concentrations, d'autres attracteurs, dans des superamas voisins qui portent, eux aussi, leur nom. Et notre galaxie se tient tout près de cette crête, du bon côté, du côté qui coule vers chez nous, mais si près de la ligne que, si nous avions été placés un peu plus loin, nous aurions appartenu à un autre monde, coulé vers un autre fond, fait partie d'un autre archipel. Prends un instant, dans le calme de cette nuit, pour laisser cette image se déployer en toi, car elle est d'une grande douceur autant que d'un grand vertige. Imagine que tu puisses t'élever bien au-dessus de tout cela, prendre de la hauteur jusqu'à embrasser d'un regard les 100 000 galaxies de l'Aniakea. Tu verrais alors non pas un chaos de galaxies éparses, mais une figure, un dessin, une forme cohérente, un grand archipel de galaxies parcourues de courants, sillonnés de fleuves lumineux qui tous, à des degrés divers, descendent vers une même région, vers ce fond où siège le grand attracteur. Tu verrais notre galaxie, minuscule, sur l'une des marges de cette forme, glissant avec sa petite famille le long d'un de ces fleuves, tombant sans hâte vers le cœur lointain. Et tu comprendrais, d'un seul coup d'œil, que ce que nous prenons pour l'immobilité de notre nuit n'est qu'un moment de cette lente et majestueuse chute collective, ce ruissellement de 100 000 galaxies vers leur destination commune. Il y a, dans cette vision, quelque chose qui répond à notre plus vieux besoin de savoir où nous sommes, à qui nous appartenons, dans quel lieu du grand tout nous nous trouvons. Longtemps, les hommes ont cru habiter le centre du monde, une terre fixe au milieu de tout. Puis on a compris que la Terre tournait autour du Soleil, et que le Soleil n'était qu'une étoile parmi des milliards dans la galaxie, et que la galaxie n'était qu'une parmi des milliards dans le cosmos. À chaque étape, notre demeure se révélait plus vaste, et notre place en elle plus modeste, plus décentrée. L'Aniakea est la dernière de ces révélations. Elle nous donne une adresse nouvelle, la plus large que nous ayons jamais connue, un immense pays de galaxies dont nous habitons la marge,
et elle nous montre que ce pays lui-même n'est pas immobile, mais tout entier penché vers un fond secret, tout entier en train de glisser vers le point caché du grand attracteur. Et pourtant, je ne veux pas que tout ce vertige, toute cette immensité, t'écrase ou t'inquiète. Car il y a, dans cette chute que nous partageons, quelque chose d'une paix profonde, d'une fraternité profonde, quand on y songe. Nous ne tombons pas seuls, chacun dans notre coin. Nous tombons ensemble, tous, la Terre entière et tous les êtres qui la peuplent, notre galaxie tout entière et toutes ses étoiles, et avec elle 100 000 galaxies compagnes, dans un même grand mouvement partagé, un même fleuve où nous glissons de conserve. Cette chute n'est pas une chute d'angoisse, une plongée solitaire dans le vide. C'est un voyage collectif, une dérive commune, un ruissellement où rien n'est séparé de rien, où tout se meut d'un même élan vers un même horizon. Et cette solidarité de tout ce qui existe, cette manière qu'a l'univers de nous emporter tous ensemble, sans en laisser aucun de côté, a quelque chose d'un réconfort sans borne, comme le mouvement d'une même marée qui soulève tous les bateaux à la fois. Il y a encore, dans tout cela, une pensée qui apaise et qu'il faut que je te confie. Ce grand voyage vers le grand attracteur, nous ne l'avons pas décidé, nous ne le dirigeons pas, nous ne pouvons rien y changer. Il se fait sans nous, autour de nous, avec une régularité que rien ne trouble depuis des milliards d'années. Et il y a, dans cette absence de maîtrise, non pas une raison de s'inquiéter, mais au contraire une invitation à tout relâcher. Nous ne portons pas la galaxie sur nos épaules, nous ne guidons pas sa chute, nous n'avons pas veillé sur sa course. Elle se fait toute seule, portée par la gravité, guidée par la forme même de l'espace, sans réclamer de nous le moindre effort, la moindre vigilance. Nous n'avons qu'à nous laisser porter, comme un enfant qui dort dans les bras qui le bercent sans qu'il ait à s'en soucier. Cette nuit, tu peux relâcher toute prise sur le monde, car le monde, lui, te tient, te porte, te conduit, sans que tu aies rien à faire pour cela. Songe aussi que cette chute, si vertigineuse qu'elle paraisse quand on la mesure en kilomètres par seconde, est d'une douceur infinie à l'échelle où elle se déroule. Car les distances du cosmos sont si vastes que, malgré nos 600 kilomètres par seconde, il nous faudrait des milliards d'années pour parcourir la distance qui nous sépare du grand attracteur. Et même alors, l'expansion générale de l'univers, ce lent écartement de toute chose, jouera son rôle et compliquera le voyage. Nous ne fonçons pas vers une collision imminente, vers un choc que nous devrions redouter. Nous glissons, avec une lenteur majestueuse rapportée à l'immensité des distances, le long d'une pente si vaste que nous mettrons des temps inconcevables à en descendre le moindre PN. Notre chute, à l'échelle humaine, à l'échelle même de la vie sur Terre, est sans effet visible, sans danger, sans conséquence pour ton repos de cette nuit. Elle n'est vertigineuse que pour la pensée, non pour le corps. Il y a même une raison plus profonde pour laquelle nous n'arriverons sans doute jamais tout à fait jusqu'au grand attracteur, et elle tient à la nature de l'univers lui-même. Car l'espace, entre les grandes structures, ne cesse de s'étendre, et cette expansion, loin de ralentir, semble s'accélérer au fil du temps, poussée par une cause encore mystérieuse que l'on a nommée l'énergie sombre. Or cette expansion travaille contre notre chute. Elle écarte, elle éloigne, elle étire l'espace entre nous et notre destination lointaine. Notre course vers le grand attracteur, si rapide qu'elle paraisse, pourrait bien ne jamais l'emporter tout à fait sur cet écartement général, de sorte que nous glisserions vers lui sans jamais l'atteindre, comme un nageur qui avance dans un fleuve dont le courant, plus fort que lui, le repousse vers l'aval. Notre chute est réelle, notre course est réelle, mais la destination, elle, pourrait rester à jamais hors d'atteinte, séparée de nous par un espace qui grandit plus vite que nous le franchissons. Et il y a, dans cette idée, une étrange douceur. Nous tombons vers un lieu que nous ne verrons jamais de près, vers un horizon qui recule à mesure que nous avançons, comme reculent tous les horizons. Il y a d'ailleurs, dans cette histoire, une leçon d'humilité qui a sa beauté propre. Nous avons appris à mesurer la vitesse à laquelle nous tombons, à en lire la direction dans la lumière ancienne du cosmos, à cartographier les courants de 100 000 galaxies, à nommer notre superamas et à situer notre place à sa marge. Nous avons accompli des prouesses de savoir pour comprendre notre chute. Et pourtant, la destination même de cette chute, ce grand attracteur vers lequel nous glissons, nous ne l'avons jamais vu vraiment, jamais contemplé en face, caché qu'elle est derrière le voile de notre propre demeure. Nous savons vers quoi nous tombons sans pouvoir le regarder, nous en devinons la masse et la position sans pouvoir en dresser le portrait complet.
Il reste là, dans l'ombre de la zone d'évitement, une énigme partielle, un lieu deviné plus que vu, et cette part d'ombre, loin de nous décevoir, ajoute à la chose une saveur de mystère, comme une contrée lointaine dont on aurait la carte sans en avoir jamais foulé le sol. Peut-être un jour lèverons-nous ce voile. Les instruments s'affinent, les regards se font plus perçants, et l'on cartographie chaque année un peu mieux ce qui se cache derrière le plan de notre galaxie. Peut-être verrons-nous enfin, avec netteté, le cœur du grand attracteur, ces amas de galaxies serrées, la source de ce grand appel qui nous emporte. Et peut-être comprendrons-nous mieux la part qui revient à Shapley, plus loin, dans notre chute, et la manière dont toutes ces structures s'emboîtent et se commandent. Mais pour l'heure, une part du mystère demeure, et il faut savoir l'accueillir avec sérénité, comme on accueille l'inconnu d'un pays où l'on voyage sans en avoir vu toutes les provinces. Nous en savons assez pour être émerveillés, pas assez pour tout comprendre, et c'est peut-être là, entre le su et le mystère, la place la plus douce où poser sa pensée avant le sommeil. Laisse-moi maintenant te ramener, sans hâte, de ces confins vertigineux du cosmos vers la tiédeur de ta chambre, vers ton lit, vers le poids familier de ton corps sur le matelas. Car voici la chose que je veux déposer en toi avant que le sommeil ne te prenne. Tout ce dont nous venons de parler, cette chute à 600 km par seconde, ce grand attracteur caché, ce grand archipel de l'Aniakea, tout cela ne se passe pas ailleurs, dans un lointain qui te serait étranger. Tout cela se passe ici, en cet instant, et t'emporte, toi, avec ton lit et ta chambre. En ce moment même où tu reposes, immobile en apparence, tu franchis, à travers le vide intergalactique, des centaines de kilomètres à chaque battement de ton cœur, glissant vers ce point secret que nul n'a jamais vu. Ton repos n'est pas une absence de mouvement. C'est un mouvement si vaste, si paisible, si bien partagé par tout ce qui t'entoure, qu'il se donne à ressentir comme un repos sans faille. Ressens, un instant, le poids tranquille de ton corps sur le matelas, la tiédeur du drap contre ta peau, l'oreiller qui soutient ta tête. Tout cela te semble le comble de l'immobilité, le règne du repos absolu. Et c'est pourtant tout cela, ce drap, cet oreiller, ce corps alangui, qui file avec toi à 600 km par seconde vers le grand attracteur. Le lit voyage. La chambre voyage. Ta tête posée sur l'oreiller franchi, à chaque battement de ton cœur, des centaines de kilomètres à travers le vide intergalactique. Il n'existe, dans tout l'univers, aucun lieu vraiment arrêté où poser sa tête. Il n'y a que des mouvements partagés, si doux, si amples, qu'ils prennent le visage du repos. Et le tien, cette nuit, est l'un des plus vastes qui soit. Arrête-toi un instant sur cette pensée, et laisse-la se déployer en toi comme une chaleur douce. Le lit qui te porte tombe avec toi. La chambre qui t'abrite tombe avec toi. La ville où tu reposes, le pays, l'océan le plus proche, la terre entière avec ses milliards d'êtres endormis, tout cela tombe avec toi, du même mouvement, vers le même point lointain. Et bien au-delà, le soleil, et toutes les étoiles que tu as vues briller dans le ciel de tes nuits, et la galaxie tout entière, et 100 000 galaxies compagnes, toutes tombent avec toi, dans le même grand fleuve, vers le même fond. Tu n'es pas un point isolé qui filerait seul dans le noir. Tu es porté par le plus vaste des cortèges, accompagné dans ta chute par tout ce qui existe autour de toi, jusqu'aux confins de notre super amas. Rien ne te lâche, rien ne te sépare du reste. Tu tombes en bonne compagnie, entouré de tout ton monde. Et il y a, dans cette pensée, une raison de te sentir chez toi dans l'univers, plutôt qu'étranger ou perdu. On pourrait croire que ces distances vertigineuses, ces vitesses inconcevables, ces attracteurs cachés, nous rendent minuscules, insignifiants, égarés dans un cosmos indifférent. Mais je crois qu'il faut le ressentir tout autrement. Car ce grand mouvement, tu n'y assistes pas de l'extérieur, en spectateur perdu. Tu en fais partie, tu participes, tu es l'un des innombrables voyageurs de ce cortège. La même gravité qui courbe la course de 100 000 galaxies courbe aussi ta chute cette nuit. Le même fleuve qui emporte les amas lointains t'emporte, toi, sur ton lit. Tu n'es pas séparé de cette immensité. Tu es dedans, tu y appartiens, tu y voyages, membre à part entière de ce grand ruissellement des mondes. Et cette appartenance, loin de te diminuer, devrait l'emplir d'une paix reconnaissante, celle de faire partie, corps et âme, de la plus vaste des dérives. Tu n'as pas besoin de comprendre le grand attracteur, ni de percer le voile de la zone d'évitement, ni de cartographier les courants de l'Aniakea,
pour te confier à cette chute qui te porte. Elle te porte de toute façon, que tu la comprennes ou non, avec la même douceur régulière, depuis ta naissance, depuis toujours. Elle t'a bercé pendant tous tes jours et toutes tes nuits sans que tu le saches, et elle te bercera cette nuit encore, pendant que tu dormiras, fidèle, patiente, imperturbable. Tu n'as rien à faire pour l'accompagner, rien à retenir, rien à surveiller. Il te suffit de te laisser porter, comme tu te laisses porter, chaque nuit, par la lente dérive du sommeil qui vient. Car il y a entre cette grande chute cosmique et le sommeil qui te gagne, une ressemblance secrète que je veux te laisser pour finir. Quand le sommeil te prend, tu ne le sens pas venir comme on sentirait un choc ou une secousse. Il t'emporte en douceur, sans à-coups, si régulier dans son approche que tu ne saurais dire à quel instant précis tu bascules. Tu glisses vers lui comme notre galaxie glisse vers le grand attracteur, d'un mouvement si paisible, si partagé par tout ton être, qu'il te semble presque une immobilité, un repos, une absence de mouvement. Et pourtant tu voyages, tu descends, tu tombes vers un fond doux et sans nom, entraîné par une pente que tu ne choisis pas et qui te porte quand même, avec bienveillance, vers le repos. Le sommeil est ta chute à toi, ce glissement silencieux vers un fond où tu cesses de te ressentir toi-même, où le où suis-je et le quelle heure est-il perdent enfin leur sens, comme se perd la notion d'immobilité pour qui comprend qu'il file à 600 km par seconde. Alors laisse ton esprit redescendre en douceur de ces confins du cosmos vers le calme simple de ton repos. Tu n'as rien à comprendre de plus, rien à saisir, rien à retenir. Laisse seulement demeurer en toi cette impression d'un monde autrement plus vaste, plus mouvant, plus mystérieux que ne le laisse paraître le calme de ta chambre. Et sache que tu reposes, cette nuit, sur une terre qui court autour d'un soleil qui court autour d'une galaxie qui glisse, avec 100 000 sœurs, vers un point caché derrière le voile des étoiles, dans le grand archipel de l'immense ciel. Tu fais partie de ce voyage. Tu en es l'un des voyageurs endormis. Et rien, cette nuit, n'exige de toi que tu veilles. Tout, jusqu'au plus lointain des amas de galaxies, se meut en silence pour te porter vers le matin. Que ce grand mouvement te berce plutôt qu'il ne t'agite. Il ne te demande rien. Il ne réclame pas que tu le comprennes, ni que tu le mesures, ni que tu perces son mystère. Il te demande seulement de te laisser porter, cette nuit, comme se laisse porter tout ce qui existe, du plus petit grain de poussière à la plus vaste des galaxies. Le grand attracteur t'appelle sans te presser, à travers 200 millions d'années-lumière, avec une patience qui dépasse tous les âges du monde, et tu peux répondre à cet appel en te confiant, tout simplement, au repos qui vient. Le cosmos, ce soir, coule vers son fond lointain, et t'emporte avec lui dans sa dérive, et il continuera de le faire, fidèle, pendant que tu dormiras. Et si, dans le demi-sommeil, une dernière image devait te venir, laisse que ce soit celle-ci, celle de 100 000 galaxies, doux fleuves de lumière, glissant sans bruit à travers le noir, toutes penchées vers un même point caché, et parmi elles, minuscule, la nôtre, avec sa planète bleue, avec sa chambre obscure, avec toi qui reposes. Tu fais partie de ce fleuve. Tu y coules, cette nuit, comme y coulent les étoiles et les mondes, sans effort, sans hâte, sans résistance. Il n'y a rien à retenir de tout ce que je t'ai dit, aucun nombre, aucun nom, aucune distance. Il suffit que demeure en toi la sensation d'être porté, sans heurts, vers un ailleurs que tu ne connaîtras pas, par un courant si vaste et si tendre qu'il embrasse l'univers tout entier. Laisse ce courant t'emporter, cette nuit, vers le seul rivage qui t'attende, celui du sommeil. Repose-toi, maintenant. Laisse le grand attracteur, la zone d'évitement, les courants de l'Aniakea et la lumière ancienne du cosmos s'éloigner en douceur, comme une marée qui se retire, en ne laissant derrière elle que le sable lisse du sommeil. Tu peux, si tu le veux, ne garder qu'une seule chose de cette nuit, que tu voyages en dormant, que ton lit file avec toi vers les confins du monde, et que ton sommeil lui-même est une manière de te confier au grand mouvement des choses, de te laisser porter par lui sans plus rien retenir. Tu n'as plus rien à explorer cette nuit. Le seul voyage qu'il te reste à accomplir est celui vers le repos, et il te suffit, pour cela, de te laisser tomber, sans hâte et sans crainte, non plus vers les amas lointains des galaxies, mais vers les profondeurs douces et sans fond de ton propre sommeil. Bonne nuit.